de l'impact social sous l'angle du mythe, voir est-ce que la mesure de l'impact social peut être appréhendée avec la notion de mythe. Thibaut, je te laisse la parole. Merci Marianne, et encore une fois merci pour cette invitation. Donc effectivement, comme introduit, je vais vous parler de la notion, enfin de l'impact social lu. Olivier, est-ce que tu peux démarrer? Excuse-moi Thibaut. Olivier, est-ce que tu peux démarrer l'enregistrement? Merci. Mais c'est fait, Marianne. Bah, je le vois pas, non? Ben, c'est fait parce que j'utilise un autre outil. Ça marche, ça n'a pas l'air de marcher. Bon. Ok. Vas-y Thibaut, excuse-moi. Ok. Oui, donc alors au préalable, je vais vous présenter rapidement de où je parle, ce qui permettra de présenter aussi à quelle occasion on a travaillé sur l'impact social et de vous présenter un petit peu la démarche et pourquoi on a été éclairé par cette notion de mythe nous-mêmes lorsqu'on s'est confronté à la notion d'impact social. Donc, je suis chargé de recherche et transfert à l'Institut Godin. Alors, l'Institut Godin, c'est une association qui est née en 2008, qui a été créée en 2008 à Amiens, qui est vraiment le fruit de la rencontre entre des chercheurs de la faculté de sciences économiques d'Amiens et des dirigeants du monde de l'ESS, plutôt dans l'insertion par l'activité économique, avec l'idée vraiment de créer un pont, un lien entre le monde de la recherche académique et les acteurs de terrain. D'où notre travail de recherche et transfert. C'est-à-dire qu'on a vraiment un pied dans le monde de la recherche. On est tous, enfin, la majorité des salariés de l'Institut, on est 7 actuellement. On est docteur ou doctorant en sciences économiques. Moi-même, je suis docteur en sciences économiques, en sociaux, en sciences politiques aussi. On a une jeune doctorante en sciences politiques. Donc, un pied dans la recherche académique, on produit des thèses, des articles. Et le pied sur le terrain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à la fois, on a des modalités de recherche appliquées où on va directement faire des travaux de recherche au regard de questionnements ou de problématiques qui nous sont proposés par des acteurs de terrain. Et aussi, on travaille sur des formes de transfert selon différentes modalités, créer des méthodes, voilà, des outils, faire des présentations comme aujourd'hui. Donc voilà, ça peut prendre une large variété de formes. Et on a travaillé sur différentes thématiques, alors qui concernent assez largement quand même le monde de l'économie sociale et solidaire. On avait commencé à travailler sur les pratiques solidaires. On a ensuite travaillé sur l'innovation sociale, jusqu'à écrire un ouvrage en la matière en 2013, je crois. Et justement, à l'issue de cette recherche sur l'innovation sociale, on avait commencé à arriver à la question de l'évaluation finalement. Comment on évalue l'innovation sociale de manière un peu naïve à l'époque. Donc, on a commencé à s'intéresser à cette question et arriver cette notion d'impact social. Et donc, on a des membres, notre président et plusieurs membres de notre CA qui nous ont un peu alertés sur cette notion d'impact social et qui nous ont soufflé à l'oreille qu'il serait intéressant d'en faire notre prochaine thématique de recherche. Et donc, effectivement, on a commencé à travailler sur l'impact social. On a commencé à regarder à partir de 2014-2015 et on a vraiment pas mal bossé dessus de 2016 à 2018. Donc voilà, c'est vraiment une recherche qui date un petit peu de ce temps-là. Alors aussi, pour vous le dire très honnêtement, du coup, on est moins en veille actuellement sur cette notion-là. Et du coup, personnellement, je suis d'autant plus intéressé pour suivre un peu les travaux du CAC et je suis particulièrement alléché par le futur rapport et le plan qui nous a été présenté. Voilà. Mais du coup, on a travaillé ça entre 2015-2018. Et donc, c'est un peu le fruit de cette recherche que je vais vous montrer, que je vais vous présenter aujourd'hui, et surtout une notion qui nous a éclairé face aux difficultés qu'on en a rencontrées, parce que c'était une recherche assez étonnante, assez spécifique, où finalement on s'est heurté à beaucoup de difficultés dans la manière de traiter le sujet, dans la manière de saisir cette notion d'impact social. On n'arrivait pas à les saisir, on ne savait pas quoi en faire, c'était assez compliqué. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. À travers ce plan, donc, de montrer pourquoi finalement l'impact social, en tout cas nous, de la manière dont on l'a abordé et comment on a pu le saisir, on a abouti à un paradoxe, quelque chose qui est assez paradoxal dans cette notion.
comment finalement la notion de mythe a permis de dépasser ce paradoxe, et quelles hypothèses finalement cette notion nous permet de faire. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on peut présumer quand même à propos de l'impact social et de sa fonction sociale. Alors, quand on a démarré la recherche sur l'impact social, on a commencé par une revue, assez classiquement, hein, par une revue de la littérature, et notamment un petit peu toute la littérature grise, pas mal de rapports qui commençaient à être produits à l'époque. Voilà, ça avait commencé notamment pour les rapports français dès 2012. Hein, il y avait le CSESS, il y avait l'ESSEC notamment. Enfin, voilà, il y avait des acteurs qui s'étaient déjà emparés et qui promeuvaient la notion, et il y a pas mal de guides qui sortaient à cette époque-là. Donc on a lu ces guides, et la première, ce qui nous avait frappé à l'époque, et je sais mon directeur d'ailleurs, Nicolas Chauchot, c'est vraiment quelque chose qui l'avait vraiment assez surpris et qui le mettait dans une certaine perplexité, c'est le fait qu'on retrouvait systématiquement la même notion, le même vocable, les mêmes mots systématiquement dans toutes ces définitions. Alors voilà, les mots vous les connaissez, hein. Là on a 2 exemples de notions, de définitions, pardon, avec un rapport du Centre français sur l'investissement impact social et un autre rapport de l'European Venture Philanthropy Association. Donc voilà, mot pour mot, c'est la même définition: mesure, gérer, contrôler, maximiser, optimiser. Alors vous me direz, une définition, après tout, si elle se retrouve, c'est parce que la définition est bien établie et que du coup ça pose pas de problème. Mais ce qui rendait ça plus étonnant finalement, c'est qu'on était dans une espèce de, comment dire, de quelque chose de très autoréférentiel, avec des rapports qui se citent entre eux, mais où finalement on n'arrive pas à faire la généalogie un petit peu du concept, la généalogie de cette mesure d'impact, d'où ça vient, qui l'a défini de cette manière-là. On a fait encore une fois des rapports qui se citent entre eux dans un truc très autoréflexif, mais on n'arrive pas justement à tirer le fil un petit peu de tout ça. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas sur quoi ça repose, on ne sait pas forcément qui a bossé dessus. Donc voilà, on était assez perplexe face à ça, face à voilà, à cette difficulté de faire la généalogie du concept, et justement à cette espèce voilà, encore une fois ce truc très un petit peu, comment dire, encore une fois, qui se citent les uns les autres, et du coup qui donne l'apparence effectivement d'un consensus assez général et assez large, mais dont on peine encore une fois à tracer les origines. Donc ça, c'était le premier constat et le premier point notable qui nous était apparu à l'époque. Et très vite aussi, on voit dans les rapports, outre cette définition qui est quasi systématiquement la même, c'est pas toujours aussi évident qu'avec ces 2 définitions, mais c'est quand même c'est très prégnant dans les rapports, en tout cas à cette époque-là. Le deuxième point qui est systématiquement exposé, et là encore de manière voilà, très systématique, c'est voilà, ce que vous voyez ici à travers cette notion de chaîne de valeur, mais qui est aussi dénommée dans ces rapports gestion axée sur résultat ou théorie du changement, avec cette idée que finalement la mesure de l'impact social, sur quoi ça repose, ça va être sur cette idée de chaîner causalement ces différentes catégories, donc investissement, activité, production ou réalisation, résultat et impact. Voilà, cette idée qu'il est possible finalement de repérer les liens causaux entre ces différentes catégories, de les chaîner causalement, jusqu'à cette catégorie d'impact où finalement l'idée, encore une fois, est de pouvoir identifier et circonscrire les effets, les changements qui sont uniquement imputables à une organisation, c'est-à-dire vraiment de rester à une échelle organisationnelle. Et donc finalement de pouvoir faire ce lien causal entre des investissements et des impacts. Donc là aussi, c'était source de perplexité, parce que bon, alors c'est quelque chose, on pourra revenir dessus, en discuter, mais c'est vrai que avec le regard de chercheurs et du coup justement qui se confrontent à cette question de comment on établit des liens de causalité, toute la difficulté de pouvoir déjà trouver des causalités et ensuite de pouvoir les expliquer et voilà, de pouvoir les prouver, de voir finalement à quel point ça pouvait être présenté de manière assez simple et en plus à une échelle organisationnelle, voilà, vraiment de pouvoir isoler des impacts. L'idée que ça pouvait être, ne serait-ce que l'idée que ça pouvait être fait était assez interpellante. Et du coup, c'était encore une source de questionnement assez importante.
Donc ce qu'on trouvait aussi à travers ces rapports, c'est que finalement, certes, comme c'est, euh, c'est dit dans cette citation, que c'est pas une chose aisée, pardon, de pouvoir mesurer l'impact social. Ça, les rapports, bon, le reconnaissaient aisément, mais n'en tenaient finalement pas trop compte, notamment avec cette idée que finalement la recherche, voilà, progressait sur le sujet, et avec le développement de nouvelles techniques, on arrivait finalement de plus en plus à construire des indicateurs qui seraient fiables, qui permettraient effectivement de rendre compte d'un impact social, de pouvoir isoler l'impact social d'une organisation. Alors, comme c'était indiqué dans cette citation, très souvent, ça reposait sur, finalement cette légitimité scientifique était beaucoup, associée à la figure d'Esther Duflo, du DIPAL, donc voilà, qui a été notamment Nobelisée, en 2019, donc une figure que vous connaissez certainement. Voilà, et donc Esther Duflo, en gros, son travail de chercheuse, c'est quoi? C'est de redécouvrir, parce que c'est pas une découverte, et de promouvoir ce qu'on appelle les méthodes d'expérimentation aléatoire en sciences économiques. Donc assez largement en matière, plutôt dans le domaine, pardon, du développement international, voilà, de la lutte contre la pauvreté internationale, mais quelque chose qui, in fine, pourrait s'appliquer de manière plus générale à l'action publique. Et donc ces méthodes, effectivement, ces expérimentations aléatoires, elles se veulent plus rigoureuses scientifiquement, et même un peu le fin du fin en matière de rigueur scientifique, de par leur capacité à répondre à la grande question qui est: qu'est-ce qui se serait passé si aucun traitement n'avait été administré, aucun programme n'avait été mis en place? De vraiment pouvoir comparer la mise en place de quelque chose avec s'il ne s'était rien passé. Et donc de pouvoir imputer clairement un ensemble d'évolutions ou d'effets à une action donnée qui serait isolée vraiment de toute influence environnementale. Donc voilà, c'est ce que permet les expérimentations aléatoires, donc en reposant très largement sur ce qu'on appelle un contrefactuel, donc la construction d'un contrefactuel, un groupe témoin qui va être construit et qui va permettre cette comparaison toutes choses égales par ailleurs. Et donc effectivement, ces expérimentations aléatoires et leurs applications, elles ont connu tout au long de la dernière décennie un fort engouement, jusqu'à justement voilà, parachevé un petit peu par ce prix Nobel. Mais dans le même temps, et très rapidement, et même d'ailleurs, même avant ça, je veux dire, la question des expérimentations aléatoires n'était pas nouvelle, c'était déjà quelque chose qui avait été discuté, donc on connaissait l'utilité, la valeur, mais dont on connaissait déjà aussi les limites, et donc ça a été l'occasion de revenir sur ces limites. Et elles ont été très rapidement pointées du doigt et recensées dans le domaine de la recherche. Alors il y a différentes difficultés qui se retrouvent avec les expérimentations aléatoires. On le voit déjà dans la construction même dont elles sont faites. Donc très souvent c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne paraît à mettre en œuvre. C'est voilà, la question des données recueillies et parfois de leur qualité discutable. La difficulté finalement aussi parfois à élaborer des explications causales, même si ça permet de voir qu'il y a une causalité, comment on l'explique. Et là, voilà, clairement, l'expérimentation aléatoire ne permet pas forcément d'expliquer cette causalité. On a besoin d'éléments qualitatifs. Il y a une difficulté parfois à transposer des résultats, etc. Il y a tout un aspect aussi qui est pas directement scientifique, mais extrêmement important, c'est le coût que ça induit, le temps et le coût que nécessite la mise en œuvre de telle expérimentation. Donc voilà, tout un ensemble de limites qui ont été pointées, mais une, et peut-être la principale pour ce qui nous concerne, c'est que finalement, ce type de méthodes, elles ne sont pertinentes, malgré toutes ces limites, elles sont éventuellement pertinentes que sur un petit nombre, finalement, sur un petit périmètre, sur un petit nombre de programmes ou d'actions. Et donc ça, encore une fois, dès 2012, ça avait été pointé, notamment par l'Agence française d'évaluation, qui a testé et qui a fait un rapport sur le sujet. Et donc, qui nous disait que finalement, ce type d'expérimentation ne marche que pour ce qu'on va appeler finalement des programmes tunnels. C'est-à-dire qu'on a un début et une fin qui sont bien délimités, où on peut clairement définir un intrant et un produit. Et finalement, c'est impossible d'abandonner en cours de route. Une fois qu'on est justement dans le fameux tunnel, on ne peut pas sortir. Les personnes qui seront impliquées dans le projet ne peuvent pas sortir. Le parcours est court et prévisible, et il va, c'est tout l'enjeu, être préservé de toute influence extérieure. Donc là, on voit bien vraiment toute la difficulté de mettre en œuvre de telles expérimentations.
où là, c'est presque comment on fait rentrer la réalité dans le laboratoire, ou comment on transforme la réalité en laboratoire. On voit que c'est extrêmement compliqué, et finalement, là où c'est possible, et en tout cas la niche écologique de ce type d'expérimentation, c'est les expériences médicales. Notamment, on a vu aussi par rapport à tous les débats qu'on générait la question de la preuve pendant l'épisode Covid. On voit que voilà, c'est considéré effectivement comme le gold standard en matière d'expérience médicale, mais pas que, et ça posait tout un ensemble de questions. Mais voilà, finalement, ça concerne ce type de projet, des projets qu'on pourrait dire tunnels. Alors, dès lors qu'on sort de ce type de projet, on voit bien que très concrètement, c'est inapplicable. Et c'est un petit peu toute la réflexion qu'on se faisait à l'époque, c'est-à-dire que très concrètement, cette idée de pouvoir chaîner causalement entre des investissements et un impact isolé de tout un environnement, pour la plupart des actions, des programmes en matière voilà, les actions qui sont menées dans les différents secteurs de l'ESS, dans le secteur associatif, mais même ce qui va concerner l'action publique, c'est concrètement une impasse. Enfin, voilà, ça ne tient pas. Ce n'est rigoureusement pas possible de pouvoir prétendre à cela. Donc ça c'est assez évident, encore une fois, et là, même si on enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais si on prend au mot ce que nous vendaient en tout cas les rapports qu'on a analysés à l'époque en matière de mesure de l'impact social, ce n'est rigoureusement pas possible. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas isoler des impacts à l'échelle d'une organisation dans un environnement ouvert, a fortiori quand on a affaire à de l'humain. Donc voilà, on voit que concrètement, c'est pas possible. Dans la mise en œuvre concrète, ça pose des difficultés insurmontables. Et pourtant, la mesure d'impact ne cesse d'être citée, elle est affichée partout et elle est promue par les institutions publiques et privées. Du coup, la question auquel on se confronte est vraiment, c'est vraiment une source d'étonnement, mais enfin, c'est une vraie difficulté en matière de comment, finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette notion. C'est comment on explique ça? Comment la mesure d'impact peut-elle à ce point publicitée comme un gage d'efficacité et finalement devenir une quasi-nécessité? Veut dire, ouais, dès 2012, on le voyait dans les rapports, il faut que le monde de l'ESS doit se saisir de la mesure de l'impact social, voilà, et tout ce que ça charrie, culture de l'évaluation, etc., etc. C'est important, c'est nécessaire, on va nécessairement passer par là, alors que concrètement, elle est quasiment inapplicable rigoureusement. Et qu'en plus, du coup, elle n'est pas concrètement mise en œuvre. C'est-à-dire que quand on fait une masse de rapports qui est extraordinaire, et quand on voit finalement ce qu'il y a en face, il y a peu d'expérimentation concrètement. C'est pas forcément des réussites. Voilà, en général, les gens qui justement se collent à la pratique et sortent un petit peu voilà, de cette espèce de chambre d'écho il faut faire de l'impact social et l'impact social. C'est ça, on voit que c'est extrêmement compliqué, c'est du bricolage, c'est très difficile d'arriver jusqu'au bout. C'est pas toujours très intéressant d'arriver jusqu'au bout. Et point qui commencera aussi à apparaître au fur et à mesure, c'est qu'en plus, très concrètement, la mesure de l'impact social, même si on arrive à quelque chose, un truc qui ressemble à un chiffre à peu près rigoureux, à quelque chose d'à peu près quantifié, en plus, ça n'a pas une énorme influence, bien souvent, sur la décision politique. Il y a aussi là une inadéquation entre ce qu'on s'imagine que ça peut permettre en termes d'arbitrage et d'allocation des ressources pour le pouvoir politique. Et dans les faits, ce n'est pas forcément ce levier-là, en tout cas la preuve, ce qui est censément être une preuve rigoureuse, qui sera le levier prioritaire le plus important en matière de décision politique. Donc il y a vraiment un paradoxe qui est assez énorme, assez saisissant. Donc voilà, on bute sur ce paradoxe, on s'y confronte, on essaye de chercher comment le lever. Et on a un espèce d'eureka un jour avec justement cette notion de mythe qui nous est amenée par mon collègue Yannick Martel, donc, qui est sociologue et qui rencontre cette notion dans un article proposé par des sociologues, donc Fabien Desage et Jérôme Godard, dans un article qui s'appelle Désenchantement idéologique et réenchantement mythique des politiques locales. Je ne rentre pas dans l'objet de l'article, ça nous ferait faire un détour un peu long, mais qui propose cette notion de mythe qui nous vient de Paul Veyne, donc un historien spécialiste de l'Antiquité, de la Rome et de la Grèce antique notamment, et qui a écrit un livre en 1983 qui s'appelait « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?»
Du coup, ils reprennent cette notion et ils la présentent, et c'est vraiment un eureka quand on lit quand ils explicitent la notion dans l'article, ça fait immédiatement, voilà, ça colle avec ce que l'on rencontre sur l'impact social et les difficultés sur lesquelles on se confronte. Premier point, c'est voilà, c'est pas tant la question de savoir si c'est vrai ou c'est faux, mais finalement, le mythe se présente comme une croyance qui est vraisemblable et infalsifiable, et c'est là ce qui nous intéresse particulièrement et ce qui fait tilt à l'époque, c'est-à-dire qu'elle repose sur des tenants et des aboutissants qui sont à la fois étrangers à la raison scientifique et à l'expérience pratique. Alors, c'est exactement ce qu'on retrouve en impact social. C'est-à-dire que scientifiquement, c'est tout le temps en train de se donner une légitimité scientifique, mais ça ne tient pas, si on est voilà, en toute rigueur, ça ne tient pas scientifiquement. En tout cas, pas à ce qu'on voudrait, là où on voudrait que cela s'applique. Et en plus, ça ne tient pas à l'expérience pratique parce qu'on voit bien qu'en pratique, du coup, c'est extrêmement compliqué et c'est voilà, c'est du bricolage, ça ne correspond pas à ça. Et à la fin, on n'est pas capable d'isoler à proprement parler un impact. Donc ici, première grosse convergence. Voilà. Et deuxième convergence, là, ça explicite un peu le rapport à la science, ou en tout cas à la légitimité scientifique, où justement, Paul Veyne et à la suite de ça, Gégonard nous disent que finalement, les hypothèses constitutives des mythes n'ont pas à être validées par la raison scientifique, même si elles peuvent s'en inspirer, voire s'en revendiquer. Du coup, ce qui permet aussi, voilà, ça pose cette question de, ok, on a tout l'apparat de la légitimité, de la rigueur scientifique, mais on en a absolument pas. On est vraiment dans le Canada Dry de la science, c'est-à-dire, voilà, ça en a le goût, ça en a le couleur, mais ça n'en est absolument pas. Et troisième point, le mythe n'a pas besoin d'être validé pour opérer. Sa force va reposer justement dans sa capacité à mettre en récit l'action publique sans contrainte de résultat. Alors ici, bien s'entendre sur ce qu'on dit sans contrainte de résultat, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas justement une contrainte pour les acteurs auxquels, en bout de chaîne, cet enjeu de l'impact va plus ou moins s'imposer selon les secteurs d'activité. Mais c'est que l'impact social en lui-même, enfin l'idée de faire la mesure de l'impact social, voilà, elle n'est pas validée parce que concrètement, ça n'arrive. Enfin voilà, encore une fois, je reviens toujours à ce point, ce n'est pas possible de le faire en toute rigueur de bout en bout par rapport aux actions de l'ESS et à l'action publique en général. Du coup, on creuse cette question de mythe justement pour essayer de mieux la comprendre et de voir comment elle peut nous permettre de penser l'impact social. Et donc là, on va notamment chercher directement dans l'ouvrage de Paul Veyne et on voit plusieurs caractéristiques qui sont très intéressantes pour ce qui nous concerne. Premier point, c'est que le mythe est un récit anonyme, il n'a pas d'auteur. Ça, je vous le dis tout de suite, ça fait écho à ce qu'on a vu lorsqu'on a commencé à lire les premiers, tous ces rapports qui ont été produits, où justement avec cette espèce de circularité, on n'arrive pas à faire la généalogie du concept, et là on est pile dedans. C'est un récit anonyme, on voit pas vraiment une autorité, voilà, quelqu'un, un premier auteur qui l'aurait défini, qui serait sourcé, voilà, auquel on pourrait faire référence, on sait dans quel contexte, on sait à quoi il l'appliquait. Ici, on ne sait pas. Le deuxième point qui fonctionne à merveille aussi ici, c'est que le mythe va fonctionner par la répétition de ce qui se disait et non pas de ce qu'on en a vu. Encore une fois, on ne renvoie pas forcément à la pratique effective, mais c'est toujours, c'est ce qu'il en est, on répète ce qu'il en est déjà dit finalement. On a lu un rapport, et c'est une sorte de renseignement. L'impact social, on a lu ce que c'était, on a lu, voilà, telle personne nous dit, voilà, en tout cas, tel rapport nous dit que l'impact social, la mesure d'impact social, c'est ça. Ben, on va reproduire la même chose. Voilà, et on est vraiment, voilà, c'est ça, c'est une citation de Paul Veyne. Voilà, c'est vraiment des gens qui sont renseignés, qui sont branchés. On passe sous le mode de la révolution, mais voilà, qui ont une connaissance diffuse, ils vont la capter et ils vont la proposer à leur tour. Voilà. Et voilà, on commence un peu à déplier cette espèce d'autoréférentialité. Deuxième série de caractéristiques qui est très intéressante, c'est que finalement, le mythe, il fonctionne de manière relationnelle. Et il va présupposer que l'on accorde du crédit au locuteur. Et là, on va rentrer un petit peu justement dans la question un peu de l'expertise et qui va promouvoir un petit peu ces notions. Donc déjà, voilà, il y a toujours, voilà, c'est une certaine figure. Et là, ça renvoie aussi à ces producteurs de rapports qui sont toujours des réseaux ou des organisations d'ailleurs dont on ne sait pas toujours forcément très bien le statut, mais notamment européenne, internationale, etc. Puis des acteurs nationaux qui vont s'en emparer à leur tour et commencer à les diffuser. Donc voilà, encore une fois, des réseaux qui ont a priori une certaine expertise et donc voilà, dont en tout cas, à chaque fois, on voit bien qu'il y a une certaine légitimité qui est accordée et qui fait que l'on va reproduire
à son tour la définition et un petit peu la substance de ce qu'on appelle mesure de l'impact social. Autre point, c'est que finalement, au fond, ce qui est dit sur le mythe, c'est que ça se développe dans des moments d'incertitude et justement des moments où, au fond, on ne sait pas trop nous-mêmes la vérité, on n'a pas pu la trouver. Du coup, on va adopter ce qui se dit ou s'instruire auprès de quelqu'un qui semble savoir. Et voilà, encore une fois, l'impact social, on est pleinement dedans. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens qui le promeuvent finalement, en tout cas à cette époque, c'est pas déjà ce ne sont pas des professionnels directement dans des champs, dans des secteurs, et ce ne sont pas des professionnels de l'évaluation, parce que sinon on verrait bien que ce serait très compliqué pour eux de tenir ou de pouvoir. Ce ne sont pas des chercheurs non plus. Ce serait très compliqué pour eux de pouvoir tenir ces discours-là, de le reproduire. Voilà. Donc c'est des gens finalement voilà voilà, on ne sait pas trop nous-mêmes au fond, et parfois même on n'est pas directement concerné. C'est pas forcément un enjeu pour nous. Mais il y a d'autres acteurs qui le disent, qui le promeuvent, donc c'est que ça doit être vrai, ça doit être intéressant, ça doit être pertinent finalement. Et donc nous-mêmes, on va le reproduire. Donc ici, vraiment, le mythe, cette notion de mythe, elle correspond parfaitement, encore une fois, à ce mode de diffusion et un petit peu à cette autoréférentialité dans tout ce champ finalement d'organisation, de structures internationales, réseaux, think tank, etc., qui finalement vont créer un petit peu cette masse de rapports et rendre tellement prégnante cette notion d'impact social. Et ce qui nous est dit aussi, et ce qui est un point important, c'est que finalement, le mythe, il sert aussi à légitimer et à rehausser la position du poète. C'est-à-dire même finalement en se faisant écho de ce qui se dit et de pouvoir donner et renseigner, lui-même se rehausse et rehausse sa propre légitimité. Donc voilà, là aussi, le dire comme ça, finalement, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est intéressant de voir que justement à quel point finalement on correspond parfaitement à une notion qui est, encore une fois, la base a été forgée pour le mythe de l'Antiquité, ce qui dit beaucoup finalement sur la prétention à la vérité et à la pseudo-rationalité apparente, en tout cas de la notion d'impact social. Et donc finalement, quelle peut être la fonction justement de ce mythe? Et alors ici, et ça c'est vraiment à travers l'article de Sage et de Godard que l'on peut, que l'on peut tirer ces enseignements. La fonction sociale du mythe, et en tout cas des mythes d'action publique, le premier enjeu, ça va être de réenchanter l'action publique. Qui est confronté au désenchantement des idéologies partisanes. Alors, je ne vais pas vous faire tout le couplet sur justement la fin des idéologies, etc., de leurs prétentions transformatrices. Mais de fait, on voit bien, et notamment dans tout un ensemble de champs, qu'il y a un certain déclin des grandes idéologies, un certain déclin d'une certaine forme de militantisme, etc. Et que finalement, on est un peu orphelin aussi parfois de cela. Et qu'il y a la nécessité finalement de réenclencher ce qu'on pourrait appeler des cycles d'engouement. Finalement, une espèce de grands mots, une vulgate qui finalement, dont la grammaire finalement demeure suffisamment imprécise pour que chaque groupe d'acteurs puisse s'y référer et y transférer ses propres attentes, représentations et intérêts. Et là, c'est la chose. Alors là, il faut être prudent ici parce que, au fond, la grammaire de l'impact social, on pourrait penser qu'elle n'est pas floue, contrairement à d'autres notions, à cette apparence de rigueur et d'être bien définie. Mais au fond, quand on voit finalement la distance avec la réalité, on voit bien que c'est quelque chose, et aussi la facilité avec laquelle elle est saisie par un grand nombre d'acteurs très divers, finalement que c'est malgré tout une notion qui a cet intérêt justement de pouvoir être facilement saisie et auquel on peut facilement s'y référer, auquel un acteur peut facilement se référer en fonction de ses propres intérêts, de ses propres représentations et de ses propres attentes. Au fond, l'impact social, et c'est quelque chose qui est assez évident, et je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, c'est un répertoire d'actions qui est très facilement pertinent pour un grand nombre d'acteurs, sans au fond, finalement, que le paradoxe qui fait que on n'est pas vraiment capable d'en faire pour de vrai et que personne n'en fait vraiment, ou alors on peut dire les mots, je veux dire, on est très vite dans le domaine de... Je suis un peu caricatural en disant ça, mais on est très vite dans le domaine de l'esbrouf, très concrètement. C'est pas si dérangeant que ça, parce que c'est un répertoire d'action qui est facilement saisissable
et qui permettent de légitimer ce que l'on fait à différents niveaux, que ce soit pour certains acteurs associatifs qui vont s'en emparer directement, mais aussi, et on le verra, pour tout un ensemble de, ce qu'on l'a dit déjà, certains réseaux, certains organismes, et aussi certains pans de l'administration. Et au fond, ce genre de mots-clés, ce genre de ces sigles qui nourrissent des cycles d'engouement, ils ont tendance parfois à faire un peu illusion sur la diffusion de normes ou de pratiques. Là aussi, c'est à interroger pour ce qui est de l'impact et jusqu'à quel point ça produit des effets et qu'est-ce que ça produit dans le réel. Mais finalement, on est souvent dans l'adaptation d'acteurs à des attendus rhétoriques qui vont conditionner l'obtention de financement. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez prégnant dans l'impact. On voit mais surtout ces dernières années où l'impact finalement se diffuse énormément et on commence à le retrouver dans pas mal d'appels à projets. Alors, on pourrait se dire, ça a une influence réelle, c'est certain, mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que l'influence soit vraiment là. Et si on s'en cantonne un petit peu aux appels à projets, ce que l'on voit, ce qui est exigé, finalement, c'est pas de l'impact à proprement parler. On ne demande pas aux gens d'isoler les impacts de leur organisation. Mais finalement, ce qu'on met derrière, et c'est pas très révolutionnaire de ce point de vue-là, finalement, c'est vos réalisations. Si vous voulez, si on reprend le chaînage, on en reste très largement au 3e niveau. On va rarement au-delà, mais pour une très bonne raison, c'est que c'est extrêmement compliqué d'aller au-delà. Mais du coup, voilà, c'est un répertoire d'actions qui est facilement saisi pour communiquer, pour se légitimer, pour se présenter son action, sa légitimité, le bien fondé de la valeur que l'on crée, sans au fond que finalement ce soit un problème de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout ou de ne pas être conséquent par rapport à ce que la notion est censée représenter initialement. Et ça permet de faire quelques hypothèses, et je conclurai là-dessus très rapidement. Si on prend l'impact social un petit peu au sérieux, on n'est pas juste quand même du coup dans un buzzword, mais on est dans quelque chose qui est au fond qui répond à une fonction qui est finalement nécessaire, c'est d'avoir un principe de justification qui opère un réenchantement mythique entre financeurs et financés. C'est-à-dire, c'est toujours répondre à cette grande question, pourquoi financer l'associatif et plus largement un large pan de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un principe de justification pour les acteurs associatifs qui sont toujours un petit peu qui sont toujours mis sur le grill de pouvoir démontrer, même voire prouver le bien fondé de leur action. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est tout le temps nécessaire de faire pour ces acteurs, pour ces structures. Mais c'est aussi quelque chose, et ça c'est aussi ce dont on s'est rendu compte à l'époque, c'est aussi quelque chose qui s'opère au sein même de l'État, et entre les différents segments de l'État. Et on voit que finalement, en interne, c'est aussi comment on trouve un principe de justification qui permet de convaincre notamment des acteurs, sans nommer forcément certains segments très précis, mais des acteurs qui sont relativement dominés dans la hiérarchie des segments administratifs de l'État et qui à un moment se retrouvent à devoir convaincre Bercy de faire financer l'associatif, faire financer l'ESS. Et du coup, et ça je veux dire, on a eu quand même quelques échos de comment ça se passe. Très concrètement, c'est comment on trouve les bons termes de communication pour vendre ça à Bercy. Très concrètement, parfois, et pas uniquement pour l'impact social, mais pour d'autres notions, pour des appellations de dispositifs publics jusqu'à très récemment, on voit bien que le principal enjeu, c'est comment on trouve une communication pertinente et un bel emballage pour pouvoir vendre ça à Bercy. Et là, concrètement, le fond du questionnement de est-ce que c'est possible, comment c'est faisable, qu'est-ce que ça pose comme problème, etc., c'est le questionnement concret est à 10 000 lieues de ce genre de questions. Et ça nous dit une hypothèse un peu plus large que l'on peut faire avec cette notion justement, si on déplie un petit peu cette notion de mythe pour l'ESS, c'est qu'on voit finalement, de ce point de vue-là, et ça ne réduit de ce point de vue-là, la mesure d'impact, c'est une figure qui peut être replacée parmi d'autres figures, justement, comme principe de justification du bien fondé et in fine, du financement de l'action associative et de l'ESS. L'utilité sociale a tenu un peu ce rôle et continue de tenir ce rôle. L'innovation sociale aussi tient un petit peu a tenu ce rôle de manière un petit peu différente. Et donc finalement, l'apparition et
l'engouement autour de cette notion d'impact social, ça nous rappelle encore une fois la nécessité permanente d'avoir un principe de justification qui vont légitimer les associations et plus largement le champ de l'ESS auprès des financeurs publics et privés, qui doivent eux-mêmes se justifier au sein de l'appareil d'État. Et donc, voilà, on a des principes de justification qui sont souvent, en fait, dès lors qu'on gratte un petit peu la peinture, qui sont finalement assez flous, et qui vont, c'est là aussi où c'était intéressant même de nous voir nous-mêmes instituts dans notre position qui est un peu particulière, on n'est pas les seuls, mais plus largement aussi la fonction de la recherche par rapport à ce type de notions. On voit que ça a été vrai pour l'innovation sociale, c'est vrai pour l'impact, ce sont des notions qui sont créées, les chercheurs commencent à s'y intéresser, ils permettent de un peu mieux caractériser ces principes, mais en même temps, du coup, on commence un peu à voir là où ça pêche, là où ça ne marche pas bien, là où il y a des clivages, etc. Et finalement, tout ce travail, un petit peu de réflexivité ou critique qui est amorcé, va participer finalement à relativiser la dimension mythique et parfois, du coup, si on va jusqu'au bout, participe finalement aussi du désengouement, en tout cas de la démonétisation de certaines de ces notions. Alors pour l'impact social, pour l'instant, on n'y est pas et on est encore en plein dans le mythe, visiblement. Donc ça, on verra par la suite. Et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ce genre de, enfin voilà, d'avoir des espaces de réflexion où justement on peut déconstruire et poser toutes les limites du mythe d'impact social. Parce que certes, et je finirai sur ce point, certes, c'est un principe de justification, c'est pas la première appellation qui sert de principe de justification, et en cela, il y en aura certainement toujours, il y aura toujours le besoin d'avoir des grands principes, etc., relativement flous, qui permettent, encore une fois, de légitimité tout un pan de l'action mise en œuvre par des acteurs privés, mais qui nécessite pour tout ou partie d'être financée par les pouvoirs publics. Mais on voit bien que par ailleurs, la mesure d'impact, elle n'est pas équivalente par ailleurs à l'utilité sociale ou à l'innovation sociale ou même à l'ESS en général. Et ici, bon, là, vous le savez aussi bien que moi, et même peut-être mieux parce que vous êtes en pointe sur le sujet, mais on voit que ça accroît certaines tendances qui sont éminemment problématiques. La première, on l'a vu, c'est cette tension entre la prétention, la légitimité scientifique et sa substance, la raison scientifique. Et là, vraiment, on est sur un grand écart assez hallucinant pour ce qui est la mesure de l'impact. Et le deuxième point, c'est peut-être pas le seul, mais sur lequel on se rejoindra aussi, c'est que finalement, ce mythe de l'impact social, il participe d'une tendance qui le précède, et il n'en est pas il en est la fine pointe, mais il n'en est pas le seul, en tout cas la seule forme, le seul oripeau, mais ça participe d'une dilution des frontières de l'ESS, voilà, qui est quand même très perceptible depuis peut-être une bonne décennie en tout cas. On pourrait voir la temporalité et des spécificités de l'ESS, et qui rejoignent du coup tout un ensemble de mutations, tant dans la manière de penser l'ESS, mais même l'action sociale en général. Et vous avez parlé de l'investissement social, l'investissement impact social, toute cette nouvelle manière finalement de penser l'action sociale. Et aussi, du coup, in fine, de ces modalités de financement. Et ça renvoie à tout ce que vous produisez, notamment en termes de marchandisation, ce qui peut être aussi caractérisé en termes de banalisation, etc. Où finalement, on perd ce qui fait la substance et les spécificités de ce qu'on appelle et de ce qu'on continue d'appeler l'économie sociale et solidaire. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été. N'hésitez pas, hein, du coup, je vous voyais pas en plus pendant que je faisais ma présentation, je suis navré. Donc j'espère que j'étais clair, et donc je suis tout ouvert pour clarifier certains points, revenir dessus et puis répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Thibaut, c'était extrêmement riche et très, très intéressant. Je pense que ça va être une base très importante pour nous et je pense que voilà, ça va effectivement apparaître dans le rapport parce que c'est une base de réflexion sur la mesure d'impact social qui est extrêmement riche. Je vous laisse la parole pour les questions. Est-ce que moi je peux en poser une aussi une fois que voilà, j'en ai une à poser en tout cas.